Bonsoir, vous regardez le 20h30 de la télévision nationale, les titres. À la Cour des comptes, c'est l'heure du bilan. On ira sur place. Le président de l'institution passe en revue l'ensemble des actions réalisées. 2019 débute avec de nouvelles résolutions. Les détails dès le début de ce journal. Et puis on va s'arrêter au centre Sogué, une école de malvoyants où l'avenir se construit pour de nombreux jeunes. Tous non-voyants, ils partagent le même rêve, relever le défi de la scolarisation. On parlera aussi du Sili national, la marche vers la Cannes que l'Égypte de Mossala va finalement accueillir. La Conakry, manifestation de solidarité autour des poulains de Paul Put. 300 millions de francs guinéens pour l'équipe, c'est un chèque du groupe Orange Guinée. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Tout de suite, ces décrets du président de la République. Décret portant nomination d'un officier à un poste de conseiller. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Le général de brigade Mohamed Lamine Diarra, matricule 13656 G, est nommé conseiller près le cabinet du président de la République. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry, 9 janvier 2019, professeur Alpha Condé. Et puis ce projet de décret portant composition partielle de la CENI. Le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 132, 133, décrète. Article 1er. Conformément aux dispositions de l'article 7, alinéa 1 de la loi organique modifiant certaines dispositions de la loi organique L 2012 CNT portant création, organisation, attribution et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI, dans l'attente du dépôt de la liste complémentaire des représentants de l'opposition, la Commission électorale nationale indépendante CENI est partiellement composée ainsi qu'il suit. 1. Bakary Mansaré, RPG. 2. Ousmane King Bangoura, RPG. Ali Bokar Samoura, RPG. Séraphine Kondiano, RPG. Sori Sidibé, RPG. Boubacar Birobari, UPR. Daouda David Kamara, NGR. Maître Salif Kébé, Société civile, Cabinet Sissé, Société civile, Djenabou Touré, Administration du territoire. Article 2. Cette composition sera complétée après la désignation des représentants de l'opposition. Article 3. Les partis politiques de l'opposition concernés disposent d'un délai de 45 jours pour déposer leur liste à compter de la date de publication du présent décret au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi organique visée ci-dessus. Article 4. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa publication sera enregistré au journal officiel de la République Conakry 10 janvier 2019, professeur Alpha Condé. Direction la Cour des comptes, là-bas, et vous allez le voir, l'année commence bien avec de nouveaux engagements pour un meilleur fonctionnement de l'institution. On prépare le rapport d'activité 2018 et de grands chantiers sont annoncés pour les années à venir. Le point avec Yaya Silla. La Cour des comptes de Guinée est la dernière née des institutions républicaines. Elle a la charge de contrôler les comptes publics. La Cour des comptes, bien que jeune, a réalisé avec le coaching de cabinet Expertise France, financé par l'Union européenne, plusieurs missions de contrôle déjà démarrées en 2017. Ces missions de contrôle ont toutes été exécutées par les magistrats de la Cour des comptes sous l'autorité des différentes chambres. En outre, la Cour des comptes a produit un rapport de certification des formulaires de déclaration ITE pour l'exercice 2016. Lancée en janvier 2016, la Cour des comptes a consacré l'essentiel de ses activités ces 2 années écoulées à la mise en place des cadres institutionnels et réglementaires afin de mieux répondre aux attentes des citoyens.
Pour cela, plusieurs activités ont été réalisées, notamment le recrutement des conseillers référendaires et des auditeurs, ainsi que les magistrats. Elle a aussi lancé les audits dans les différents établissements publics. Si les progrès réalisés en si peu de temps sont à saluer, il n'en demeure pas moins vrai que beaucoup de choses restent encore à faire. En effet, la Cour des comptes est la juridiction de contrôle a posteriori des finances publiques. Elle dispose d'attributions juridictionnelles et consultatives. Or, si des progrès ont été réalisés par la Cour des comptes dans le domaine du contrôle non juridictionnel, à travers le début des contrôles de la gestion de certaines entités publiques, force est de reconnaître que pour le contrôle juridictionnel, comme je l'ai dit tantôt, le démarrage reste toujours tributaire de la fixation de caution des comptables publics. La Cour des comptes a produit un premier rapport d'activité annuel 2016 et le second est prêt et il sera publié très prochainement. Ces documents montrent clairement la situation des comptes publics de la Guinée. On va s'arrêter au secrétariat général du gouvernement. Les responsables annoncent plusieurs réformes pour 2019. Il s'agit par exemple de la réhabilitation de la mémoire administrative du gouvernement et la construction prochainement d'une imprimerie et d'une bibliothèque gouvernementale. Le point avec Mamadi Terna Kamisoko. Restaurer une grande partie de la mémoire administrative de la République est le vaste chantier auquel compte s'attaquer le secrétariat général du gouvernement cette année. Des actes administratifs de plus d'un demi-siècle sont à réhabiliter. Le tri et le classement de ces archives a commencé il y a un mois. Plus de 43 000 actes sont déjà retrouvés et l'opération se poursuit. Au constat ici, nous avons vu que les archives tendaient à disparaître. Alors nous avons lancé, durant les 2 derniers mois de l'année, décembre et novembre, une campagne de traitement et de réhabilitation des archives de l'État. Et aujourd'hui, au premier résultat, nous avons plus de 14 000 lois, ordonnances, décrets et arrêtés qui sont réhabilités, traités, classés et consultables à tout moment en temps réel. Dans les mois à venir, nous sommes en train de négocier avec un opérateur de la place pour procéder à la numérisation de l'ensemble de ces archives avant de les reverser, n'est-ce pas, à la Direction nationale des archives nationales. L'Union européenne s'est engagée à accompagner la Guinée dans ce projet. Mieux, le soutien européen va permettre de développer le e-conseil. Un concept nouveau qui offre la possibilité à un membre du gouvernement de participer au Conseil des ministres en étant loin de la capitale. Il s'agira pour nous de promouvoir le e-conseil ou la tenue des conseils des ministres sans papier. Il faudrait, qu'à l'instar des autres pays aujourd'hui, que les ministres viennent en conseil sans papier, sans document, rien qu'avec leur portable, et que même en déplacement à l'extérieur du pays, qu'ils puissent participer aux travaux du Conseil. En 2019, le secrétariat général du gouvernement ambitionne de donner un nouvel élan à l'action gouvernementale. La construction d'une imprimerie et d'une bibliothèque gouvernementale est annoncée. La relance prochaine du journal officiel du gouvernement, après près d'un an d'arrêt, est également dans l'agenda. Prévenir les conflits en Guinée, c'est le défi que se fixe le leadership jeune pour la paix et le développement. L'objectif est de renforcer le mécanisme de prévention de toute forme d'antagonisme. Le groupe a lancé récemment une étude dans certaines régions du pays pour comprendre les causes profondes des conflits. Les résultats sont rendus publics et un symposium national est organisé pour les valider. Les explications avec Maurice Sidibé, Abdoulaye Ninguelande Diallo. Après une étude dans 4 régions du pays, l'heure est à la présentation et la validation des résultats du projet Redevabilité sociale collaborative, la prévention et la résolution des conflits en Guinée. Ce symposium national de Conakry est initié pour permettre aux acteurs étatiques et non étatiques
de mieux cerner les résultats de cette étude. Nous avons pu démontrer à travers notre étude que la redevabilité sociale collaborative peut être un outil de consolidation de la paix. La compréhension des résultats de l'étude pourrait faciliter le renforcement des approches collaboratives et inclusives pour prévenir toute forme de conflit. Nous estimons, bien que c'est là qu'apparaît l'approche participative, appelée par ailleurs la redevabilité sociale collaborative, dans notre perception, c'est un ensemble de stratégies et d'actions publiques et non publiques au service de la paix, contre les conflits et leurs conséquences nocives que sont la déconstruction, la famine, l'ignorance et le déficit de santé publique. À notre qualité de maire élu sur la base d'un programme de développement local au centre duquel nous avons placé la cohésion sociale et la promotion de la paix, il apparaît clairement que le thème central de ce présent symposium est un sujet qui nous intéresse à plus d'un titre et qui nous interpelle. Je profite de cette tribune pour exhorter chacun de nous à redoubler d'ardeur, à œuvrer dans le sens de plus de performance des services publics pour qu'à travers la satisfaction des citoyens, la paix puisse régner et que la société puisse renouer avec la stabilité, avec le développement et avec la quiétude sociale. Initié par Leadership Jeune pour la paix et le développement, ce symposium national connaît la participation de 17 ONG de la société civile, des représentants de l'administration publique et des partenaires. Chapitre éducation, d'abord avec cette réforme des programmes dans les écoles franco-arabes du pays. Le processus se poursuit au secondaire. Les initiateurs de la campagne veulent non seulement moderniser l'enseignement bilingue franco-arabe, mais aussi et surtout lutter contre la radicalisation des apprenants, un programme du ministère de l'enseignement préuniversitaire que l'UNESCO accompagne. Amadou Touré. Poursuite des réformes de l'enseignement franco-arabe en Guinée. Après l'élémentaire, les experts réfléchissent sur la modernisation du contenu des programmes du secondaire. L'initiative vise à revoir le contenu des matières comme la théologie, les hadiths, l'histoire de l'islam et surtout la vie du prophète. L'objectif des initiateurs est d'éviter la radicalisation, mais surtout l'extrémisme religieux des jeunes apprenants. Nous avons beaucoup travaillé sur ces enseignements parce que vous savez, transmettre le message d'un prophète ou bien d'un leader nécessite des conditions. Non seulement le temps, mais l'espace aussi. Dans quelles conditions le message a été dit. Et aujourd'hui, si on ne revoit pas ça, nous avons tendance à la discrimination, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait. Bien qu'étant musulman, bien qu'étant le prophète de l'islam, il acceptait les chrétiens, il acceptait les juifs, il acceptait la différence. L'idée est du département de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, soutenu par l'UNESCO. Elle vise à promouvoir le dialogue, facteur de paix sociale. Le souci du système des Nations Unies et l'UNESCO, c'était de prévenir le radicalisme. Et cela, on a pensé qu'il fallait donc procéder à la révision des programmes des écoles franco-arabes pour faire en sorte que dans les contenus, qu'on ait élagué tout ce qui est radicalisme et extrémisme violent. Nous sommes dans un processus de révision des programmes. Les programmes franco-arabes sont subdivisés en deux volets. Il y a le volet enseignement laïque et le volet enseignement islamique. Le volet enseignement laïque est commun à toutes les écoles du pays et le volet enseignement islamique est particulier aux écoles franco-arabes. Nous sommes en train de revoir les contenus des disciplines d'enseignement islamique, en l'occurrence le Coran, les hadiths, les tawhid, les figues, etc. À l'issue de ces travaux, un programme uniformisé sera adopté et vulgarisé pour enfin être enseigné dans les établissements franco-arabes du pays.
C'est courant dans plusieurs villages du pays. Les enfants ont du mal à étudier faute d'électricité et pour la plupart d'entre eux, il est difficile de revoir les cours après le coucher du soleil. Un problème que tente de résoudre le Conseil national des jeunes de France. L'organisation offre 2000 sacs solaires aux élèves en milieu rural. L'objectif est de les motiver à étudier. Témoignage en images dans ce reportage de Francis Collier. En milieu rural, près de la moitié des élèves ne disposent pas de sacs scolaires et des lampes pour les révisions à domicile. Ce programme de distribution de sacs scolaires aux élèves défavorisés est une des solutions préconisées par le collectif des jeunes guinéens de France. Un projet durable visant à encourager le maintien des enfants à l'école. C'est un sac qui est muni d'un panneau solaire qui permet à l'élève, une fois la nuit tombée, d'allumer une pièce et de réviser ses leçons. Donc, cette année, c'est la deuxième phase du projet. L'année dernière, on en a distribué encore plus de 2000 sacs dans toute la Guinée. Cette année encore, on revient avec le même projet et on espère que les années à venir, c'est un projet qui va s'inscrire dans la durée afin que le maximum d'élèves guinéens puissent bénéficier de ce bijou. De Yendé dans la préfecture de Kissidougou à Lola en passant par Panziazou dans Massanta, 940 élèves ont bénéficié chacun d'un sac doté de dispositifs solaires. Une initiative qui renforce élèves et parents dans leur engagement pour l'éducation. On a eu les sacs pour réviser, on a eu aussi les sacs pour venir à l'école. Alors on vous remercie très bien. Nous sommes vraiment satisfaits et nous allons essayer de voir d'abord de donner à tous les élèves bénéficiaires et de contrôler à chaque fois s'ils reviennent de la classe, s'ils vont à l'école, voir comment ils entretiennent le sac et pour que ça puisse profiter pour les générations à venir. Cette première étape de distribution de sacs solaires a suscité un intérêt particulier chez les enfants. Le secteur de la santé est l'autre cible de ce programme du Conseil national des jeunes guinéens de France pour la fourniture d'équipements sanitaires. Je vous le disais en titre, je vous amène au centre Sogui, c'est à Taouia, en banlieue de Conakry, dans une école de malvoyants. Les apprenants sont donc aveugles et dans le pays, la plupart ne reçoivent pas d'instruction et finissent mendiants. Là-bas, et vous allez le voir, on tente d'échapper à ce destin par une intégration scolaire. C'est l'une des rares écoles, sinon la seule spécialisée pour malvoyants dans le pays. Comment fonctionne cet établissement? Notre reporter Lancé Kamisoko s'est rendu sur place pour voir et comprendre tout. Ces images sont commentées par Valérie Talimanet. À l'entrée des salles de classe, on a l'impression d'être dans une salle à manger ou une salle de jeu d'enfants. Loin de tout cela, c'est une école des aveugles et malvoyants. Dans cet établissement, évolue une cinquantaine d'élèves aveugles et malvoyants. À la différence des enfants normaux, ces élèves ont un style d'écriture spécial appelé le braille. Selon ce système, aucune classe ne doit dépasser l'effectif de 8 élèves. Un seul élève aveugle correspond à 40 voyants. La façon dont nous nous enseignons ici, il faut passer d'élève en élève, de table en table, les toucher pour les apprendre. Donc si tu as au-delà de 8, c'est des problèmes pour des enseignants. Pour les premières années, un graphique est utilisé. Les 6 trous de ce graphique en bois représentent les 26 lettres de l'alphabet français. Chaque enfant est initié d'une manière spécifique afin qu'il maîtrise l'alphabet braille avant tout autre enseignement. Vous voyez, ça c'est le graphique. Voici les 6 points. Maintenant, quand l'enfant arrive à apprendre, c'est-à-dire à maîtriser le toucher. Donc là, après ça, on commence maintenant à l'apprendre. Le premier point là, on lui dit, bon, ça là c'est A. Maintenant, quand c'est comme ça, on dit c'est B. Maintenant, quand c'est comme ça, on dit c'est C. Et quand c'est comme ça, ça c'est D. Quand c'est comme ça, c'est E. Quand la lettre est comme ça, ça c'est F. Maintenant, G, c'est les 4 premiers. Ainsi de suite. Après la maîtrise de l'alphabet, place aux autres disciplines de l'enseignement comme le calcul et la lecture par exemple. Il y a un petit point là. Ça c'est 1. Le petit tiret là. 1 là. On place dans les petites cases. On écrit comme ça 1.
C'est avec ça qu'on fait des calculs. On peut faire l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. S'il s'agit maintenant de faire une opération, c'est avec les chiffres là, de 0 à 9, qu'on prend, on associe pour faire des opérations. Comme exemple, on peut faire 20, 23, plus, vous avez vu le tiret là. Le tiret là, c'est plus, c'est en haut. C'est différent des autres chiffres. 23 plus 8. Vous avez vu la position? 23 plus 8. Les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines. Je saute 2 carreaux. Là, c'est égal. Pour écrire la réponse ici. Ici, maintenant, 3 plus 8 égale 11. J'écris 1. Je cherche 1 ici. Voilà. J'écris 1 dans la colonne des unités. Et je retiens 1. 1 de retenu plus 2, ça fait 3. 3 plus 0, c'est 3. J'écris 3. Ici. En tout, 23 plus 8 égale 31. Ça, c'est l'addition. Les enseignants de la 5e et 6e année possèdent maintenant des machines leur permettant d'écrire un plus grand nombre de textes avec les avancées numériques. Des textes qui sont ensuite distribués aux élèves pour des fins de lecture. À date, l'école des aveugles et malvoyants de Taouia ne dispose qu'une seule machine de ce genre. Les responsables lancent un appel aux personnes de bonne volonté pour répondre aux attentes de cet établissement. Et puis place à notre rubrique Guinée en bref, une compilation de certains événements de l'actualité nationale avec un commentaire de Moussa Bangoura. À Zérékouré, la maison du citoyen vient d'abriter l'atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile et élus locaux de la région sur les approches et outils de contrôle citoyen de l'action publique. Il est organisé par la plateforme de jeunesse cellule balai citoyen en partenariat avec le PNUD et le gouvernement guinéen. Nous allons faire le renforcement de ces capacités à travers cet atelier, mais aussi nous allons faire des petites enquêtes dans le cadre de deux secteurs, c'est-à-dire le secteur de l'éducatif et le secteur de la santé. Donc nous allons déployer les gens sur le terrain qui vont essayer de mener des enquêtes sur le terrain dans le cadre des prestations que ces services-là rendent à nos citoyens. Comment promouvoir l'entrepreneuriat jeune? La question fait l'objet d'une réflexion à la baie, pilotée par l'Agence de la promotion des investissements privés. L'initiative va permettre d'identifier plusieurs secteurs favorables à l'investissement dans la région. Nous sommes en mission ici pendant 2 jours pour pouvoir en fait formaliser le maximum d'entreprises possibles de manière à ce qu'ils soient vraiment connus de la PIP, et aussi connus en Guinée. Mais vous savez, le problème de la formalisation, c'est que si vous ne formalisez pas, vous n'avez pas accès à la formation, vous n'avez pas accès au marché, vous n'avez même pas accès aux aides gouvernementales ou aux aides des investisseurs étrangers. Dr Mamadou Camara n'est plus membre fondateur de l'Ordre des pharmaciens d'Afrique. Il faisait partie des icônes dans le domaine de la pharmacie en Guinée. Diplômé en pharmacie à l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry en 1979. Dr Camara a occupé plusieurs postes dans l'administration hospitalière. Ton départ précipité et prématuré a semé la consternation dans ta famille, la détresse à l'hôpital et la désolation dans le corps des pharmaciens et à l'université. Tes collaborateurs te pleureront. Tes assistants et tes étudiants te regretteront pour toujours. Tu as honoré ton serment. Ta promptitude à rendre service, ton honnêteté intellectuelle ont fait de toi un modèle, un exemple que nous nous efforcerons d'imiter.
On termine avec une page sport pour parler du Sili national et de son sponsor officiel Orange Guinée. La société de téléphonie récompense les poulains de Paul Put pour leur qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football, Égypte 2019. Un chèque de 300 millions de francs guinéens est remis à la Fédération guinéenne pour notre 11 national. Tout en image avec Diarra Diallo, Robert Bangoura. En remettant ce chèque de 300 millions de francs guinéens à la Fédération guinéenne de football pour le Sili national, Orange Guinée honore ainsi son engagement vis-à-vis de l'équipe nationale. Un engagement pris lors de la signature du contrat de sponsoring entre la FEGIFOOT et cette société de téléphonie. Une manière de récompenser l'équipe après sa qualification à la CAN 2019. Notre vision a été juste. Et notre engagement derrière le Sili national a été payant. En notre qualité de sponsor officiel et partenaire privilégié du Sili national, il était important pour nous aujourd'hui de venir vous exprimer de vive voix nos félicitations et notre satisfaction. Avec ce chèque, nous entendons à la fois témoigner notre soutien indéfectible, nous Orange Guinée, mais aussi le soutien de l'ensemble des passionnés et des patriotes de Guinée. Le football moderne a besoin de moyens. Ce geste d'Orange rassure et conforte le premier responsable du football guinéen. C'est pourquoi il loue ce partenariat avec Orange. Le football moderne demande la visibilité. Et vous ne pourrez pas avoir la visibilité sans les sponsors. Les sponsors qui apportent les moyens aujourd'hui, parce que le football moderne a besoin de beaucoup de moyens pour aller à l'excellence. Et pour l'excellence, il faut des moyens. Pour des moyens, il faut des sponsors, il faut un très bon marketing. Et à partir de là, je crois qu'on peut préparer mieux l'équipe pour la mettre dans des conditions optimales pour permettre de gagner des matchs et des qualifications. Cette somme va permettre sûrement à notre 11 national de débuter les préparatifs pour la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se tiendra en Égypte au mois de juin 2019. Voilà, c'est tout pour les infos. Demain et pour tout le week-end, vous serez avec Oumou Touré à 13h, 17h et 19h. Adel Camara vous attend à 20h30. Merci de nous regarder à Kagbele, Koleya et Imbaya. L'info continue sur notre site rtgkoloma.info. À très vite et bonne soirée.